L'épisode de gel ces dernières semaines a fait beaucoup de mal aux producteurs de muscadet. 2016 avait déjà été difficile pour les professionnels du secteur. Rémi Guivic. Une bouffée d'oxygène pour les viticulteurs du pays nantais. La récente période de gel les a mis en difficulté. Beaucoup d'entre eux ne sont pas assurés, mais devraient pouvoir bénéficier d'aide. Cette année, on reprend donc les mesures qu'on a mises en place l'an dernier, donc à savoir le remboursement des taxes foncières sur le non-bâti, à savoir les aménagements de paiement des cotisations sociales donc à la MSA, des reports d'échéance sans doute avec nos banquiers, on va voir ça également. C'est déjà la 5e fois que les producteurs du pays nantais sont mis en difficulté, mais pour Christian Gauthier, les conséquences cette année risquent d'être plus lourdes. Le gel de 2016 paraissait énorme, mais avec un petit peu de stock de 2015, les viticulteurs passaient le cap. Cette année, il y aura beaucoup moins de stock en cave à la récolte 2017, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Des systèmes existent pour éviter les gels des vignes, notamment en les arrosant continuellement d'eau. À l'avenir, cette solution pourrait être envisagée. Si c'est des petits producteurs sur une zone, faut le faire en collectif. Tout est possible. On peut bien protéger toute une zone si on est chacun exploitant d'une petite parcelle. Un bilan définitif de la situation sera dressé au mois de juin. D'ici là, les viticulteurs espèrent voir apparaître de nouveaux bourgeons sur leurs vignes et comptent sur une météo plus clémente dans les prochaines semaines. Le mouvement La République En Marche a dévoilé hier une liste de 428 candidats pour les prochaines législatives. 80% ne sont pas des députés sortants. Un constat qui ne vaut pas pour la Loire-Atlantique. Cécile Petitdent. Si sur les 428 investitures au niveau national, seuls 5% ont été attribués à des députés sortants, eh bien en Loire-Atlantique, la tendance est plus forte. Sur 10 circonscriptions, 3 sont réservés aux députés en poste. François de Rugy, l'écologiste, sur la première, Orvaux-Sautron. Yves Daniel, le socialiste désinvesti par son parti, sur la 6e, Châteaubriand-en-Sny. Et Sophie Errante, dans le Vignoble, députée ex-socialiste elle aussi. Pas de candidat désigné pour l'instant dans 2 des 10 circonscriptions. La 5e, celle de Carquefou Nord-sur-Erdre, aujourd'hui détenue par Michel Ménard, socialiste, et la 9e, celle du Pays de Ré, détenue par Monique Rabin. Au niveau national, le mouvement du nouveau président annonce 52% de candidats issus de la société civile et n'ayant jamais eu de mandat électif. C'est bien le cas sur Nantes-Centre avec Valérie Opelt, la porte-parole départementale du mouvement. Sur la 3e avec Anne-France Brunet, une chef d'entreprise dans le numérique. Sur la 4e avec Aude Amadou, chef d'entreprise également. Sur la 8e à Saint-Nazaire, puisque c'est Audrey Dufeu-Schubert, directrice d'établissement de santé à Pontchâteau, qui a été investie. En revanche, ce n'est pas du tout le cas sur la 7e, la presqu'île guérandaise, où c'est Sandrine Josso, ancienne conseillère municipale d'opposition d'Herbignac, qui a été investie candidate. Nantes comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Cette image a été publiée par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale. Dans son tweet, un brin provocateur, l'astronaute français évoque le château des Ducs de Bretagne et pose cette question qui fait toujours autant débat. Nantes est-elle en Bretagne ? Un tweet qui a provoqué beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Le Nantes Rezé Basket termine sa saison à la 7e place du championnat. Et de quoi envisager l'avenir avec sérénité. C'est une page de l'histoire du NRB qui se tourne. Après 12 ans de club, Yulia Andreeva a mis fin à sa carrière. Isis Arondo lui a emboîté le pas en signant à Angers. 2 joueuses emblématiques qui s'en vont ensemble, pas facile d'imaginer la suite. C'est pas facile de retrouver les mêmes et il faut surtout pas essayer de retrouver les mêmes. La grosse satisfaction, c'est qu'on a réussi à les remplacer. Surtout, on a réussi à garder une ossature française avec Maud Medonou et Lydia Tursinovic, plus les jeunes. Après, c'est jamais simple. C'est jamais simple de retrouver la même osmose, mais on essaye de faire avec quand même. Et Emmanuel Queret en a l'habitude. Cette saison encore avec une équipe assez jeune, le Nantes Rezé Basket a décroché une satisfaisante 7e place en championnat et disputera vraisemblablement la Coupe d'Europe pour une 8e année consécutive. En coulisses également, tous les feux sont au vert. Sur le côté financier, on réalise une belle année puisqu'on réalise notre budget qu'on avait proposé à l'FB. Et pour l'année prochaine, on va repasser sur un budget qui va être net positif pour le coup, qui n'a jamais été net positif maintenant depuis 4 ans. On arrivera dans la dernière année de la dette, ce qui tombe bien puisqu'on est à la veille de passer à la trocardière sur la saison 2018 et 2019, où on devra, là pour le coup, avoir des ambitions beaucoup plus importantes. Une dernière année de transition lors de laquelle le Nantes Rezé Basket souhaite attirer une centaine de partenaires et un public encore plus nombreux.
Après 3 semaines sans match dû à la trêve internationale, le HBC Nantes retrouve le championnat à Chambéry. Une victoire samedi lui garantirait la 2e place. C'est très difficile à gérer parce qu'on a eu une période extrêmement chargée en match. Juste donner 2 chiffres, on a joué 12 matchs, je crois, en 50 jours, là où on n'en a eu aucun en 22. Donc, je veux dire, on est passé d'un extrême à l'autre. Alors, certains ont eu des matchs en sélection, mais vraiment, il faut se remettre dans le rythme et c'est toujours, à un moment donné, une inconnue. Le match qui arrive, le premier match après un arrêt aussi important que ça, c'est toujours une inconnue. Mais la volonté est là chez les joueurs. Je sens que la volonté, elle est là. Voir, entendre, réfléchir, manger, boire et amener ses enfants dans le mini Nantes Food Forum, puisqu'on a aussi créé un forum pour les enfants parce qu'on s'est dit qu'il fallait que les familles puissent venir, et donc pour que les familles puissent venir et puissent ensuite avoir une discussion en famille sur les problématiques d'alimentation, il fallait que les enfants aussi puissent comprendre un certain nombre de choses. Donc on a créé pour eux le mini Nantes Food Forum. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va d'abord écouter un certain nombre de gens tout à fait étonnants, mais qu'on fait venir notamment des États-Unis. Par exemple, ce fermier qui aujourd'hui est un entrepreneur à côté de New York et qui a créé la plus grande ferme verticale du monde. C'est-à-dire on cultive des salades et on les vend qui n'ont jamais vu la terre et qui n'ont jamais vu le soleil. Et ça marche. Il va venir nous expliquer pourquoi ça marche. On a quelqu'un qui arrive de l'université de Maastricht et qui va nous montrer un beefsteak fait in vitro sans aucun animal. Il n'a pas eu besoin d'un animal pour le faire. Donc tout ça, c'est très étonnant, ça nous interroge sur l'alimentation de demain. Et donc ces gens-là vont venir les écouter en mode conférence, en mode table ronde. Et puis par ailleurs, il y a évidemment à la cantine du voyage, notamment un certain nombre d'activités qui sont plutôt de l'ordre de manger et boire, avec un certain nombre de grands chefs. On citera Michel Brasse parmi d'autres, le grand chef de la Gueule, 3 étoiles, qui va venir travailler sur les races oubliées, cuisiner un veau et faire des repas commentés. C'est vraiment pas un hasard que ça se passe à Nantes parce que, pour être très franc avec vous, on l'a proposé dans d'autres villes parce qu'au début on ne savait pas très bien où on allait le faire. Simplement on a choisi à un moment Nantes, ça s'est avéré tout à fait important puisque c'est une ville d'abord qui a une réflexion sur la transition écologique. Ça, je n'apprendrai rien aux Nantais en leur disant qu'ils ont une mer qui est quand même très dynamique, qu'on a vu beaucoup sur la COP21. Et c'est à ce moment-là que nous on s'est dit mais Nantes c'est une ville évidente puisque c'est là où on réfléchit sur la transition écologique entre autres, où on réfléchit sur des problématiques d'environnement dont l'alimentation est une partie. Donc à partir de là, Nantes s'imposer. Je ne parle pas d'un autre phénomène nantais et du Pays de la Loire, c'est qu'évidemment, il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs et de productions à Nantes qui sont énormes. C'est un enjeu parce que, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons 1400 emplois résilients sur notre territoire au regard du monde agricole. Je rajouterai les 1200 emplois environ au regard qui touche de près ou de loin le mine et le transfert du mine qui est acté aujourd'hui et même commencé en termes de travaux. Là aussi, c'est une économie résiliente importante.